Top 100 all time, top 100 all time. Top 100. Yes sir. Yeah. C'est lundi. On est quel jour? On est lundi, je viens de le dire. Et c'est Monday. Et c'est le best day of the week. Et c'est le meilleur jour de la semaine, évidemment. Comment ça va, Alex? Ça va nickel. Bon appétit à toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Tout à fait. Qui sont impatients de connaître les places 63, 62, spécialement 61. Ces places 63 à 61. Tout à fait. Une semaine ne commence pas sans un top 100 all-time, un épisode sur la saison 2019-2020. Comme vous le savez, on part de 100, on arrive à 1 real quick, comme dirait un rappeur canadien. On terminera en juin avec des blasphèmes dans tous les sens. Non. Et donc, si, t'en fais pas, va. Non. Les blasphèmes, ça n'attend pas. Donc... Tout à fait. Ça n'attendra pas juin. Et donc, vous savez comment bien ambiancer votre lundi, où que vous soyez en effet. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Alex ? Aujourd'hui, donc, nous, au moment où cette vidéo sort, on est toujours en janvier. Donc, on est toujours plutôt sur du plat un peu costaud, quoi. Ouais. Pas gras, ouais. Mais costaud, quoi. Je sais pas... galantine de feu. Un petit salé aux lentilles. Un petit salé aux lentilles. Allez, petit salé aux lentilles pour aujourd'hui. Vous savez c'est pas mal, ça. Tout à fait. Donc, vous savez, n'oubliez pas, vous envoyez... Moi, je suggère, tu remplaces la saucisse un peu du petit salé aux lentilles qui est pas toujours ouf par une vraie bonne saucisse de Morteau, par exemple. Par exemple. Hashtag saucisse de Morteau. Vous savez, on lance les hashtags à fleur de peau. Rendez-vous cette semaine. Morteau. Ouais, saucisse de Morteau. Comme à fleur de peau. Okay. On est bien d'accord. Évidemment, voilà. Tous les copains de ma team Trône, on se dit bonjour. Tous ceux évidemment qui nous envoient des dédicaces. On a eu des teams partielles récemment. Il y a de la team, mais laisse tomber quoi. Là en ce moment, c'est très très chaud. J'ai eu quoi? Team douche. Toutes ces teams devraient se faire des teams de TTFL, moi je trouve. Les mecs de... ouais, ça, franchement, t'es d'accord? C'est ouf ça, comment ça se fait qu'il n'y ait pas encore des grosses teams qui sont... Bon, il y a déjà des teams de ouf qui sont créés en TTFL. Non, il y a des teams de ouf, t'es un malade. Non, mais il y a des teams de ouf, mais je veux dire, je n'ai pas encore... Nécreux ou team Nef1, je sais plus. Nécreux, mais ma team Trône, qu'est-ce que vous faites? Des ligues et tout, faites-vous plaisir. Ouais. Vous-même, vous savez. Donc, on va se faire ce petit épisode sur les places 63, 62 et 61. Le classique, vous le connaissez. D'abord, on répond à vos questions. Il y en a plein dans les commentaires et on vous remercie encore à chaque fois pour toutes les petites questions. S'il y en a qui posent des questions et qui se demandent pourquoi on n'y répond pas, c'est probablement parce que c'était déjà répondu dans les épisodes précédents. Il y a déjà une bonne dizaine d'épisodes, donc faites-vous plaisir. Ensuite, on va faire le reveal des places, donc 63, 2 et 1, et après on aura un petit débat. Exactement. Que bueno ? Allez, c'est parti. Allez, on va prendre du coup les commentaires. On a sélectionné le top of the pop. On va commencer d'ailleurs avec le commentaire qui a été le plus liké. Ce n'est pas une question. C'est MVPG qui nous dit « Grand amateur de pamplemousse, j'ai voulu essayer l'association avec le quinoa sur votre conseil hebdomadaire. Eh bien, c'est absolument immonde. Je vous mets 1 étoile sur 5 sur TripAdvisor. » Waouh, ok, d'accord, ouais. La parole à la défense. Ah, j'ai envie de te dire, quand tu sais pas faire la bouffe, tu te commets pas des commentaires sur TripAdvisor, premièrement. Deuxièmement, des recettes de quinoa pamplemousse, des très bonnes, il y en a, ça existe. J'en ai même posté une fois sur Twitter. Voilà. Et troisièmement, change de candidat pour le MVP. Il a mis quoi? MVPG. Ah oui, c'est ça. Change de candidat pour le MVP. C'est ça, voilà. Tout à fait. Bim. Eh ben mec, voilà. Clashé, d'accord. Saucisse de Morteau. Bim. Dans ta gueule. Non, évidemment, n'hésitez pas à tester la team quinoa pamplemousse. Mais question de Robin Job. Question pour vous l'équipe. Tableau. À quelle position se trouve le joueur le mieux classé n'ayant jamais participé à une finale NBA? Finale NBA? N'ayant jamais participé à une finale NBA. Je sais qu'on a déjà répondu à une question autour des participations finales NBA. Finale, lui. Pourquoi tu dis ça tout de suite très très haut? Jamais fait de finale. Kobe, ouais, bah oui, Kobe est déjà allé en finale. 36. Place 36. J'ai cru que j'avais... Finale? N'a jamais participé en finale. Non, moi 39. Putain, c'est qui toi? Attends. Oh si, 39, ça c'est bon. Crois-moi. N'a jamais participé à une finale NBA. Ah, je peux te le dire. Je crois bien. Je vois pas trop qui ça peut être chez toi, mais... Ah bah... Non, bah je vois pas. Bah je te le dirai en off. Ouais, ok, ouais. Réfléchissez à des joueurs qui n'ont jamais fait de finale NBA, et si ça se trouve, je n'ai pas tout le monde son palmarès en tête. Non, franchement, je l'ai jamais fait de finale NBA. Pas possible. Non. Alex, il n'y en a pas dans son top 100. Ce serait 40. 40 de finale, hein. Oui, il n'a pas participé à des finales.
Moi, c'est 40. Ok, bah voilà, moi si c'est 39, toi c'est 40. Ça peut peut-être changer d'ici là. Voilà, mais c'est D'ici qu'on arrive en peut-être le 40. même copain. Quoi. D'ici qu'on arrive en 40, ça aura peut-être changé. C'est ça. Dites-nous qui vous avez dans votre top 100 qui n'a jamais participé à des finales NBA. Question de Ness Rosat. Salut. Question. Selon vous, quel joueur de votre top 100 fera un excellent coach ou alors celui que vous préfériez voir à ce poste? Est-ce qu'il y a un joueur là dans notre top 100 là qu'on a hâte de voir sur le banc? Je regarde un peu mon classement. Moi, Bah, déjà, dans le top 100, il y a des joueurs qui sont devenus coach. Et qui ont été plutôt pas dégueux. Moi, je pense que malheureusement, il ne va pas l'être, mais... Ouais, mais non, mais ça va être un running gag. Comment il s'appelle, là, le mec, l'Argentin, là, arrière? Moi, je suis pas sûr que ça fasse un si bon coach, moi. Oh, ça... Non, c'est pas là que je le verrai le plus, moi. Non. Steve Nash. Chris Ça peut Paul. faire un bon coach, ça, Steve Nash. Chris Paul. Ouais. Steve Nash. Je Ce sais sont pas. les meneurs, hein. Tu vois? Pau Gasol, non, pas assez. Non. Non, tu sais quoi, je pense que oui, en effet, l'ami peut-être Chris Paul, sans faire de trop de spoilers non plus. Mais je pense que... Kawhi Leonard. Non. Bon coach, ça. Vocal et tout. Ouais, leader d'homme, présent tous les soirs. Si Webb, pour demander les temps morts. Dennis Comme ça, on Rodman. est bon. Dennis Rodman, ça fait bien Dennis Rodman en coach. Ah, franchement, Je sais pas, allez, Vince Carter, tiens. allez, pourquoi pas. J'aimerais bien. Spoiler. Question suivante de Romain Guénard. Autre question. Quelle est l'importance de l'influence d'un joueur qui a attiré des bons coéquipiers à ses côtés? Transfert, free agency. Est-ce que c'est aussi important dans la construction du palmarès? C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont aimants. Des aimants un petit peu à bons joueurs. On voit ce qui se passe avec Delevant, t'as tout de suite envie de vouloir le rejoindre. Est-ce Les qu'il y a des meilleurs, joueurs quoi. comme Les ça meilleurs sont des aimants souvent. Les meilleurs sont souvent des aimants. Mais il y a des mecs aussi parfois où c'est juste par affinité. Les mecs rassemblent un petit peu. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit un truc auquel on pense. Enfin, moi je sais que personnellement, moi je pense pas. Non, que ce soit- alors pas du tout. Je me dis pas, Il a waouh. des potes, ok, tant mieux pour lui, il a des potes. Bon, bah c'est bien. Sinon, c'est souvent parce que c'est les meilleurs. C'est ça. Les meilleurs, les aimants. Mais par exemple, je pose la question, c'est LeBron qui attire Wade ou c'est Wade qui attire LeBron à Miami? Je pense que c'est un peu des deux. Ils sont C'est un potes. peu des deux, tu vois, c'est Ils des sont bien. potes, mais en même Mais temps, tu ils vois, sont très forts. On peut pas dire que c'est un gars en particulier, quoi. Non, non. Non, je pense que pour le coup, il y a des mecs qui sont bons en recrutement, mais bon. C'est vrai que LeBron en recrutement, il a montré 2-3 fois qu'il était pas mal. C'est ça. Question de Haralis. Salut. Question. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous demander si vous avez découvert des joueurs en faisant votre top 100. Je dis ça parce que c'est mon cas, mais me dit-il. Mais avez-vous tout de même appris des choses et augmenté votre culture générale basketball? Ah bah ouais, évidemment. Bien sûr. Il y a plein de choses. Ouais. Le travail de recherche est hyper intéressant parce que tu découvres des trucs. Je sais pas, tu parlais de. Je crois que c'était dans l'épisode de la semaine. Non, il y a quelques semaines sur Polarizine. Ouais. Moi, je savais pas qu'il avait fait 2 ans la guerre en Corée, excuse-moi. Le service militaire, en plein milieu de service militaire plus la guerre. Tout à fait. Le En mec plein fait la milieu guerre de de sa Corée carrière. en plein milieu de sortie de Donovan Mitchell au bout de 3 saisons, quoi. Tu fais la guerre de Corée, bon. Ouais, c'est chaud. Ça, moi, je le savais pas. Non, bien sûr, faut fouiller un peu. Il y a des stories que t'as balancées aussi. Quand tu te balades dans les lignes des stats, ou que tu te balades dans certains bouquins, ou que tu te balades dans, je sais pas, les pages Les wiki des mecs, articles. les articles, des trucs de blog. Moi, j'aime bien tout ce qui est archives, New York Times, New York Washington Post et tout. Je trouve qu'il y a toujours des Bien sûr. choses assez intéressantes à dire là-dedans. Ouais, t'apprends des trucs, ouais, forcément. C'est ça. Ou les docus, des fois, que tu trouves sur Donc, YouTube. oui. Et on vous conseille dans ce sens de faire ce taf-là de top 100 parce que quand tu compares, tu fouines un petit peu et donc ça t'amène De à temps en faire temps, plein t'as de choses. besoin d'affiner tes recherches pour départager des mecs aussi. C'est ça. Question suivante. Celle-là, je l'adore. Question de Jérémy Tranvouez. Merci pour votre top 100. Merci à toi. Sagère, petite question. De qui seriez-vous curieux d'avoir son top 100, que ce soit un joueur, coach, journaliste, GM, etc. S'il y avait un mec là qui nous est dans son top 100 all-time, qui vous voudriez avoir, vous? Le top 100 all-time de Karim Abdul-Jabbar. Stephen A. Smith. Skip Bayless. J'adorerais Skip avoir le top Bayless. 100 de Stephen A. Smith. Juste avec les commentaires. Ouais. A number 5! That's clair. blasphemous! Non, après, ça c'est juste pour le journaleux. Après, en GM, en top 100 all-time, toi tu prendrais Karim? J'aimerais bien, j'aimerais bien savoir. Ouais. Qui est sur son podium, tout ça? Ouais, voilà, c'est ça. Comment il gère ça un peu? Qu'est-ce qu'il met? Est-ce qu'il met des gars devant lui ou pas? Ouais. Moi je veux bien le top 100 d'Evan Fournier. Ouais. Evan, si tu nous entends.
Ouais, l'occasion d'en le discuter. top 100 de joueurs français qui Carrément. sont nos contemporains et tout, ça peut être hyper intéressant de comparer déjà la vision qu'on a des joueurs. Pour mettre Mike Bibi en 40e. Non mais tu vois, tu prends un joueur pro et tout, le mec va peut-être te dire genre attends... Les gars, vous comprenez pas sur le terrain. Genre, Paul voilà. Pierce, c'est un killer. Voilà, des trucs c'est comme ça, mais exactement. Le top 100 de Ouais, Paul bah, Pierce. Top 100 de Paul Pierce. Ouais. Oh là là, oh la Alors blouse. Paul Pierce en Ouais. 1, Kendrick Perkins en 7. Tyronn Lue en John 9. Rondo en 3, Ah, putain. Ray Allen n'est pas dans le top 100. Voilà. Voilà. Bill ça, ça Russell, s'est torché. Michael Jordan. Les classiques des Celtics, évidemment. Oh Enfin, la ça, vache. c'est sûr. Question de Matteo Dabadi. En place 93, vers là, on vous a demandé les mentions honorables. Vous aviez dit que c'était trop tôt. Est-ce que maintenant vous pouvez le faire? Eh bien, justement, petite annonce. On va le Sachez-le. faire tout de suite. On va le faire maintenant. Non, la semaine prochaine, ce sera, sachez-le, dans le prochain épisode du Top 100 All Time, ce sera le gros focus. Là, il y en a un pour aujourd'hui, mais la semaine prochaine, Alex, on travaillera un petit peu sur nos mentions honorables Ok. et on aura l'occasion d'en discuter. Ceux qui ont fait donc les places 101, 2, 3, 4, 5. D'accord, ok. On se fait ça? On se donne rendez-vous? Ok. Allez, c'est pris. Il me reste normalement encore 2 petites questions. Quelle qualité d'un joueur est selon vous... Ah oui, celle-là, elle est bien. Ça va faire réfléchir. De Zakid. Quelle qualité d'un joueur est selon vous intéressante pour gagner un titre, mais qui désavantage le classement d'un joueur? Le côté un peu coéquipier, tu vois. Enfin, c'est-à-dire, je répète, hein, quelle qualité d'un joueur est selon vous intéressante pour gagner un titre, mais qui désavantage le classement d'un joueur? Je suis pas sûr que ça existe vraiment en fait, parce que si c'est pratique pour gagner un titre, gagner des titres c'est pratique dans ton classement. C'est pratique pour monter, mais tu as un que je veux côté dire. aussi un peu sacrifice, où parfois tu peux mettre tes stats en retrait. Tes stats en retrait, par contre tu vas glaner des titres à la place. Donc genre c'est quand même pas mal. Tout à fait, disons qu'il y a une barrière, quoi. C'est ça que je veux dire. Si tu mets tes qualités un petit peu de sacrifice en tant que joueur, et que tu te dis non, il n'y a pas de souci, je vais faire Bah, tout c'est ça quoi, c'est le mental, Dans le c'est la jeu. compréhension de ce que c'est d'un collectif. Pour moi elle est là la qualité. Ouais. C'est la capacité Bon, on a parlé à avec... faire ce qu'il faut, Ouais. quand il faut, pour le groupe. C'est ça. Sans se soucier de savoir si toi, à titre individuel, pour ton prochain contrat, ou ta ligne de stats, ou je ne sais quoi, ça va être comment dire, positif. Quoi. Exactement, on a parlé, je crois qu'on l'a tous les deux dans le top 100, Monsieur Clay Thompson. Par exemple. Tout à Qualité fait. de savoir être un bon bras Très bon droit. exemple. J'ai des titres, donc je rentre dans le top 100, mais en tant que qualité de joueur, on ne peut pas le Je sais mettre dans pas, le top j'ai parlé 30. de Dennis Rodman dans la dernière vidéo, je trouve Ouais. qu'il rentre bien dans cette catégorie. Tout à fait. Pour le coup. Tu vois. Clairement. Je suis Et il n'est bien pas le seul, d'accord. hein, mais il y en Ah a non, d'autres. il Hein. y en a, je suis- Les spécialistes de la défense, quelque part, il y en a certains, on peut un peu presque les mettre dans cette catégorie, tu vois. Je suis bien d'accord. Parce que la défense, il y a un côté, ça se voit moins dans les stats, mais pourtant, on a dit que la défense, ça gagnait des championships, on a dit. Oui. Enfin, ça a été dit par plein de gens, c'est pas nous qui l'avons dit. Par plein de gens intelligents. Bon, ça, Ça, après, c'est chacun un débat. c'est subjectif, ça. Dernière question de SDST3. Chacun son prénom. Est-ce que subir des upsets, salut Steph Curry, salut Dirk Nowitzki, baisse la place du classement et vice-versa, réaliser des upsets mais dans le bon sens, salut LeBron, augmente les places? Enfin, LeBron, il a subi des upsets aussi, si Alors, je peux me permettre. Déjà, Voilà, pour déjà dans commencer. la question, salut Tu vois Steph, salut LeBron, 2011. Ouais. Premièrement, en fait, tout dépend. Si tu subis des upsets et que derrière, tu n'arrives pas à gagner, ou que avant tu n'as pas gagné, ouais, ça te fait baisser, ouais. Bien sûr. Bah ouais. Si tu subis un upset mais que tu avais gagné avant, ou que tu subis un upset mais que tu vas gagner après, je trouve que déjà, ça va mieux déjà. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Quand tu L'idéal, c'est de jamais subir d'upset. Bon, ok, d'accord, on a tous compris. Personne n'est fait part, hein. Mais il est clair que quand on dessine le portrait d'un grand Allemand qui va venir par la suite, les gens ne peuvent pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé face aux Warriors. Non, mais c'est Et clair. quelque part aussi face aux Mais 8. t'es d'accord avec moi, et on l'a suffisamment répété, notre ami allemand, là, de Würzburg, s'il fait pas de bac derrière, c'est un loser, en Il fait. y a 40 places de Et monde. principalement à cause de cet upset. On est d'accord. Tout à fait. Et là, le fait qu'il aille faire la bague derrière, je dis pas que ça efface l'upset, hein, Non. mais ça le rend tout à fait. C'est ça. Limite, ça rend l'histoire plus belle. Enfin, tu vois, C'est j'exagère exactement un ça. peu, Non, mais c'est exactement ça. Ça rajoute un petit peu d'épices sur le résumé, quoi. Quand on parle de Dikembe Mutombo, un des premiers trucs qu'on a mentionné quand même, c'est la photo, le ballon au-dessus de la tête, j'ai sorti Seattle. Voilà. Ça rend l'histoire belle, mais on va pas sortir ça en disant vraiment, c'est pour cette raison que je l'ai mis devant Alonso Mourning. Non. Enfin, C'est ça pour peut, d'autres raisons. Mais ouais, je ça pense. peut être d'une des raisons. Surtout, tu vois, c'est un upset intéressant parce que les Sonics, derrière, ils le feront pas le titre. Du coup, ça, pour le coup, ça tâche pas mal la carrière des Sonics. Tout à fait. Mais des C'est un garçons upset peuvent qui être- craint. Tout à fait. Et puis, Dans la carrière de Sean Kemp, de Gary Payton, Bien tu vois, sûr. c'est un truc qui craint. Après, voilà. puis regardons les équipes par rapport et les joueurs par rapport à leur contexte. Quand tu as les Celtics qui font, on va prendre tous les titres pendant à peu près 12 ans et que tu as une équipe qui gagne en plein milieu,
c'est une équipe qu'on ressort. Parce que du coup, t'as mis un peu un break dans cette dynastie. Ouais, non, c'est clair. Donc, disons que oui, les upsets peuvent peser dans le mauvais sens sur le classement et la carrière d'un joueur, mais c'est pas tout seul. Un upset, ça dépend de ce qu'il y a autour. La forme de l'équipe d'en face, etc. Tout à fait, nous sommes bien d'accord. Voilà pour les questions. Donc n'hésitez pas à en poser plein dans les commentaires. On se retrouvera la semaine prochaine pour y répondre dans la première partie. Nous, on va devoir enchaîner. Ouais. C'est parti pour le reveal des places 63, 2 et 1. Ceci est une tablette ardoise. Ça, c'est un effaceur et un stylo. Voici Alex. Et regarde, je vais faire un truc incroyable. Léonce, hop là, et cette fois on y a pensé, et on monte le tableau d'Alex, il est magnifique, et ça c'est du vrai teamwork, pardon, et ça c'est mon tableau à Bibi, donc vous avez les places de 100 à 64. On va commencer par la place 63 ? Allez. Et ben moi je dis on perd pas de temps. Zou, place 63. Je suis à la main, si je dis pas de bêtises. Je suis à la main, je suis à la main. Oula. Qu'est-ce qu'il nous a mis, Alexinator, en place 63 ? Joe Dumars. Joe Dumars dont nous avons parlé. Ah tiens, Nate Archibald chez toi. Nate Tiny Archibald. Joe Dumars, dont nous avons parlé dans la dernière vidéo, je crois, parce que c'est là que tu l'as mis. Oui, monsieur. Donc là, on est à peu près dans le même range. Ça fait partie de ces joueurs où on est dans le même range tous les deux. Comme ça, j'en parle vite fait, comme ça on peut se mettre sur Nate Archibald après. On en avait bien parlé la dernière fois. Donc Joe Dumars, c'est le gentil des bad boys, le gentil des méchants, mais c'est vrai que on sous-estime souvent ce joueur parce que comme c'était le gentil des méchants, qu'il était un peu moins dans le côté fight et dans le côté goût du sang que ses coéquipiers de l'époque, on a tendance à oublier que lui aussi c'était un putain de défenseur, comme tu l'as dit, là il défendait beaucoup sur Jordan, il défendait, c'est pas si grand que ça, Joe Dumars, c'est le 1m90-12, mais ça arrive à tenir des Jordan, à tenir, c'est un grand mot, mais à défendre sur Jordan, à bien orienter vers le Mordor, vers Lembir et Rodman, et Edwards avec sa petite moustache. Ah, il a une moustache, mais tu la vois pas bien. Flagrante. Tu la vois pas bien. Il a défendu sur Magic lors des finales de 89, où il a été MVP, d'ailleurs, des finales. Des stats très impressionnantes en finale NBA. Plusieurs fois, 5 fois, je crois, dans la All Defensive Team. Très bon exécutif, on en a parlé et tout. 2004, le titre, c'est quand même lui qui le met sur pied. La malheureuse tâche serve. La tâche Dario Milicic. C'est un des personnages les plus importants d'une des plus grandes franchises de l'histoire NBA. Bon, voilà. Je crois que déjà cette phrase-là, ça va très bien, tout à fait. Et qui a en plus, comme tu le dis, ce combo joueur plus post-carrière. Il est dans toutes les bagues, il est 3 bagues, il est dedans. 2 fois sur le terrain, 1 fois MVP des finales, et la 3e fois, c'est lui l'architecte. Donc ça, c'est quand même très sérieux. Non, on l'attend à la mairie de Détroit, puis c'est bon, quoi. C'est ça, à la place de Dave Bing. En gros. Ouais, tout à fait. Et en effet, on en a parlé en long et en large dans l'épisode précédent. Donc c'est 63e chez moi. Très bien. Voilà. Pas facile à placer finalement, Joe Dumars. Non, mais on est d'accord vu qu'on est dans le même range quand même. Ouais, c'est vrai. Vu que moi, c'est la semaine dernière. Donc on est bien d'accord que c'est difficile de le mettre en 80e et c'est difficile de le mettre en 40. Quoi. Ouais, donc on le fout au milieu. Donc, voilà. Bien écoute, magnifique, Joe Dumars 63e Nate. Dans le top 100 d'Alex. Et moi j'ai mis Nate Tiny Nathanael. Tout à fait. Archibald, 14 saisons professionnelles entre Cincinnati, Kansas, Omaha. Ah oui, parce que pour ceux qui savent Boston pas, aussi. Et Boston évidemment, puisque c'est là qu'il va remporter son titre. 14 saisons professionnelles. Légende des playgrounds du Bronx, Nate Tiny Archibald, qui, pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer, allez le regarder, notamment en termes de petite révolution du jeu, en termes de joueurs, un petit peu de handle. On associe forcément, parce qu'on est français, qu'on est chauvin et qu'on aime la baguette, on associe le flotteur à un certain Tony Parker. Il y a des flotteurs aussi sympas qu'on a vus dans les débuts des années 70, ils viennent de Tiny. Et il y a certains moves de dribble de Kyrie Irving ou de Steph Curry, je pense qu'ils ont bien regardé Tiny Archibald aussi. Tout à fait, la révolution elle est dans le jeu. Il y a évidemment plein de choses qu'on peut raconter sur lui, le fait qu'il est 6 fois All-Star, 3 fois All-NBA, 3 fois l'NBA First Team et 2 fois dans la deuxième. Quand on fait un espèce de
10 majeurs des années 70 au poste d'arrière ou de meneur, c'est compliqué d'aller chercher Monsieur Tiny Archibald. Il y a évidemment du Clyde Frazier, enfin il y a d'autres cas aussi dont on va parler, mais en termes de vraiment meneurs arrière qui peuvent le concurrencer, c'était très dur parce qu'il y a notamment, au milieu de cette décennie 70, il y a une petite saison un peu sympathique quand même. Il y a la saison 73 qui est quand même la saison référence. Pourquoi ? Parce que, dédicace aux copains qu'on voit dans la NBA actuelle, 34 points et 11 passes de moyenne, meilleur marqueur, meilleur passeur de la NBA sur toute une saison. De la même saison. De la même saison. Meilleur c'est le seul, marqueur. on est d'accord, c'est unique. Et passeur, tout à fait. Pour les tout fans de stats, là, suite au dernier débat. Pour les fans de Trae Young, c'est le seul à l'avoir fait. Voilà. Tout à fait. Et de Luka James Harden n'est pas passé loin. Et Harden est passé pas très Westbrook n'est pas passé loin. Tout à fait. Mais ils sont quand même obligés de s'incliner. Non. Kobe non plus. Non, c'est vraiment Harden, Westbrook. Et il faudra faire attention à Luka Trae Young, quoi. Luka et Trae Young, ouais. Espèce de duo qui peut être à 30-10, quoi. Non, ils peuvent. Mais le seul à avoir fait pour le moment, c'est Nate Tiny Archibald. C'était cette saison 73. D'ailleurs, pour information, ceux qui ne le savent pas, Oscar Robertson l'avait fait, mais c'était en totaux d'assists et de pas en moyenne. points, et c'est à partir des moyennes qu'on l'a vraiment pris en compte. Il est transféré chez les New York Nets très tôt dans sa carrière, il se blesse au pied. Il est ensuite transféré aux Buffalo Braves. Il se fait Achille. Buffalo Braves, c'est les anciens Clippers, pour ceux qui savent pas. Tendon d'Achille, là tu fais... Et il va être transféré à Boston, et c'est à Boston notamment... les blessures l'ont bien fumé, lui. Les blessures l'ont bien fumé, tout à fait, et c'est à Boston notamment qu'il va remporter son titre en 1980 en tant que meneur qui s'ajuste. C'est-à-dire qu'au lieu de maintenant être à 34-11, eh bien c'est plus 12-14 points avec 7-8 passes. Il va être le meneur de ces Celtics du début des années 80 qui remporte 60 matchs minimum, parce qu'il y a un certain 33 avec le maillot vert qui vient d'arriver en NBA, c'est pas mal, avec Cédric Maxwell, on parlera la semaine prochaine, et toute la clique du 33. Non, évidemment. Mais bref, Nathan Archibald, ce que je pouvais juste ajouter, c'est que oui, Monsieur Flotteur, ça c'est bon, 16 000 points et 6 000 passes à peu près en carrière. Le numéro 1, il est retiré chez les Kings. Oui. Tout de même. Ce qui fait que je ne peux pas le mettre plus haut, c'est que, on a déjà parlé avec certains cracks en carrière, il a 4-5 excellentes saisons. La suite, c'est compliqué à cause des blessures. Et surtout, avant d'aller chez les Celtics, il y a aucune saison à plus de 45% de victoire. C'est une galère. C'est un magnifique soliste dans les équipes de la loose. Et ça, malheureusement pour lui, ça joue contre lui. Dans un classement comme ça... Je suis d'accord. Mais il a jamais été bien entouré, quoi. Vraiment. Oui. Non mais vraiment. Ouais. Bien sûr. Mais bon, du coup... c'est un débat qu'on a déjà eu, de toute façon. Oui, les histoires de contexte, de comment t'es entouré, de comment t'es coaché, ça compte. Complètement. Je pense que Nate Archibald est l'un des exemples de mecs, clairement... qui peut être frustré de pas avoir eu les effectifs autour. Je suis bien d'accord, malheureusement pour lui, voilà. En tout cas, il y a la bague de 81 avec les Celtics, et si vous ne l'avez pas vu jouer, allez-y, parce qu'il a inspiré beaucoup de guards, après dans les années 80 et 90, qui ont emprunté nombreux de ses moves. Nathan Archibald, 63e de mon classement all-time. Ok. On passe en 62. 62, qu'est-ce que j'ai ? Ah oui. Numéro 62. Alex, moi je suis plutôt à l'intérieur là. Enfin, je suis sur les ailes. Je reste à l'arrière. Je me fais plaisir. Je reste à l'arrière. Qu'est-ce que tu nous as mis, Panzani ? Manu Ginobili, l'Argentin, le gaucher. Donc bien évidemment, vous le voyez à la tête de Bastien. C'est 40 places trop tôt. J'ai mis Paul Arizine pour ceux qui nous écoutent. Paul Arizine dont j'ai parlé il y a 1 ou 2 épisodes, je ne sais plus. Moi j'ai même 3, j'ai vu, on a 7 places d'écart, 6 places d'écart. Okay. Parle-nous de... Tu veux pas faire Paul Arizine vite fait? Si, allez, je le fais vite. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous allez voir l'épisode notamment où Alex en a parlé, tu l'as mis en combienième place? J'ai encore mes notes, je vais te le dire, j'ai encore mes notes là. Tu l'as mis en 60... Tu sais que c'est du carnet ça. 69. Voilà. Année érotique. Tout à fait. Et bien Paul Arizine, juste ce que je peux ajouter par rapport à ce que tu avais mis, puisque tu avais été fort complet, 10 saisons, 10 All-Star. Enfin, quasiment. Hein. C'est ça, 10 saisons, 10 fois All-Star. 10 saisons, 10 fois All-Star, donc ça en est bon. 2 fois meilleur scoreur. Tout à fait, ça c'était bon. Et non, juste par rapport à ce que tu avais mis, 2-3 petites notes. Il y a aussi le fait qu'il ait été un crack à Villanova en NCAA, puisqu'il a été meilleur marqueur de NCAA, donc quand tu le fais en NBA en NCAA, c'est fort sympathique. À l'époque, malheureusement, il arrive 2 ans avant le titre de Rookie de l'année, la création du titre de Rookie de l'année. Il était en 17-7, c'était sa saison rookie, donc en fait, il y a des chances qu'il l'ait. Selon le panel qui était sur place, il devait l'avoir, donc ça on peut l'ajouter. Il fait partie de ce crew
qui est un crew VIP, hein, qui fait partie de ces joueurs qui en fait prennent leur retraite à plus de 20 points de moyenne en fait sur la dernière saison professionnelle. Alors il a que 33 ans quand il prend sa retraite. C'est ça, et carrière relativement courte. Relativement court, tout à fait. Mais Bob Petit a depuis pris le record quelques années après lui, qui était à 23 points. Il fait 2 ans dans les Marines au milieu. Hein. Et après, tu fais la guerre de Corée alors que c'est ta 3e saison NBA, donc il y a un moment, j'aime bien le lockout, mais là c'est un peu dangereux quand même comme jeu. Non, mais t'as raison, moi aussi je l'avais noté, genre le côté un peu seulement 713 matchs. C'est ça. Ça aussi, ça peut t'empêcher d'aller plus haut. Tout à fait. Moi en tout cas, ça joue dans mes critères. Bien sûr, il n'empêche que... par rapport à des mecs qui ont fait 1000, 1100 matchs, tu vois, des mecs comme ça par exemple. Bien sûr, bien sûr. Il y a des joueurs qui vont traîner jusqu'au bout de leur carrière. Lui, il est encore à 22 points de moyenne, Paul Haridzin, quand il quitte définitivement les parquets. Score incroyable. Et avec notamment 2 points très intéressants là-dessus, c'est que quand Paul Haridzin il arrive en NBA, eh bien... Le shoot, on le prend à 2 mains, mais avec les pieds au sol. Et Paul Haridzin est un des premiers à ramener le jump shot, qui est une révolution. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde shoot en jump shot. Non, pas tout le monde, pas Marc Gasol, pas Nikola Jokic. Si. Non, t'es ouf. Ça saute. C'est sur la pointe des ça pieds. Saute. Le jump shot. Il n'y avait pas de saut. Non, mais ils ont les pieds dans le béton, ça shoot pied dans le béton. Si tu Karl Anthony Towns. Mais on en rigole, mais il y a un saut en fait. Et juste le geste de sauter, c'était un truc que Paul Haridzin a notamment apporté en NBA. Et l'anecdote par rapport à ça, c'est que quand lui il s'entraînait, quand il était un peu plus gamin, il s'entraînait notamment dans une salle de danse où en fait ça glissait par terre. Et donc en fait il s'est pas empêché. En fait c'est juste une gamelle où en fait il n'arrivait pas à rester sur ses 2 pattes et donc il sautait. Et c'est comme ça que notamment lui a apporté le jump shot. Je dis pas que c'est lui qui a créé en tout cas le jump shot, mais il l'a bien démocratisé en NBA. Et du coup tous les gros défenseurs qui étaient habitués à se mettre comme ça devant un mec qui faisait une cuillère ou qui shootait derrière la tête en mode touche de foot Vairua, et bien fait tout drôle. Hein, ça leur a fait tout drôle. Ça leur a fait tout drôle de voir un mec qui en fait saute, arrive à peu près là et a les bras au-dessus. Donc Paul Haridzin on lui donne ça. Et notamment la dernière anecdote, le papa est français de Paul Haridzin. Maman irlandaise, papa français. Tout s'explique. Bah on a au moins un 2e joueur français dans le top 70 all time. Non mais voilà, fils d'immigrants irlandais et français, Paul Haridzin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. La guerre en Corée, t'en as bien parlé. Champion en 56 avec... Passe en 61. Hein, on passe en place... On passe en place 61. Vas-y. Manu Ginobili, je l'ai mis ici. Bon, que dire sur Manu Ginobili? Plein de choses, hein. Très très grande carrière, longue, mine de rien. Il s'est retiré, il avait quoi, 41 ans quand il est parti lui des Spurs. Je ne répondrai pas sans la présence de mon avocat. T'en bouge pas, j'ai noté 1057 matchs de saison régulière en NBA, sans compter évidemment tous les matchs qu'il a joués avant, notamment avec la Virtus Bologne. 3000 victoires. Il avait été, avant d'arriver en NBA, enfin avant de comment il a été drafté en 99, il arrive en 2001. Quand il arrive en 2001, il vient d'être MVP de l'Euroleague. Donc c'est quand même intéressant, ça montre un petit peu que sur la scène européenne, le grand Manu, il a dominé. En NBA, bon bah il y a 4 titres, hein, on sait lesquels. Hein. On sait lesquels, ce sont ceux des Spurs de 2003, 2005, 2007 et 2014. J'allais dire 2013, on sait moche. Fais attention. 2 fois All-Star, seulement. Oui. 2 fois All-NBA, j'ai envie de dire aussi seulement. 6 Man of the Year, voilà un peu pour le palmarès de Manu Ginobili. Évidemment, il y a aussi une petite médaille d'or olympique de derrière les fagots en 2004 qui est quand même bien sale. Enfin, qui est une grosse récompense. Hein, au niveau FIBA, je pense pas qu'il y ait mieux. Après, les spécialistes FIBA, dites-moi, mais pour moi, c'est la plus grosse récompense qu'on puisse avoir en FIBA, c'est la médaille olympique. On va le bouclier de Brémur quand même. Pour anticiper les réflexions éventuelles de mon ami fan des Spurs ici à ma gauche, donc à votre droite sur l'écran, désolé, mais enfin, il y a un tiers des matchs où il est titulaire seulement. Alors je sais que moi dans ma tête ça joue ça, par exemple, tu vois. Les carrières de 6e homme j'aime bien, mais c'est quand même, je valorise toujours un peu différemment. Il a moins de minutes dans les pattes, il peut plus mettre toute son énergie quand il rentre et tout, c'est quelque chose de différent. Alors évidemment ça a le désavantage au niveau des stats. Je suis d'accord pour dire, par exemple, j'anticipe un de tes éventuels arguments, pour dire que Manu Ginobili titulaire avec un 34 ou 35 minutes par match de moyenne, il aurait eu des meilleures stats. Je suis d'accord, c'est vrai. Bon, non, logiquement quoi, je veux dire, hein, au scoring notamment, je pense quand même que Manu il aurait fait mieux.
Ses meilleures saisons à Manu, c'est vers 2006, 7, 8, par là. Il est en 18, 19 points, 4 rebonds, 4 passes, 4, 5 rebonds, 4, 5 passes environ. C'est bien, mais c'est pas non plus fou. Il bénéficie de l'environnement Spurs, parce que ça lui ramène quand même des bagues, mais il en pâtit aussi, parce que d'un point de vue statistique, les Spurs, c'est pas l'endroit idéal pour aller faire des stats. Hein. Mais ça, il est pas le seul. C'est comme ça. Il n'est pas le seul, je pense qu'il y a un autre joueur dont on va peut-être parler à un moment donné. Tu bénéficies des Suns, des Spurs, parce que les Suns c'est pas sûr, des Spurs, mais par contre tu peux pâtir aussi en termes statistiques individuels. Il n'a jamais été vraiment dans la course au MVP, hein, notre ami Manu. Non. Là où il bénéficie de l'effet Spurs, c'est que il fait partie des mecs qui ont le plus de matchs en play-off de l'histoire NBA. Hein, il fait partie. Hein, il en a 218, hein, ça le met devant Shaq. Ça le met devant Robert Parrish, là, dont on a parlé récemment, là, qui a quand même passé du temps avec les Celtics et tout. Celle-là, elle est belle quand même, devant Robert Parrish. Ça le met devant Pippen, devant Malone, devant des garçons comme ça. En nombre de matchs auxquels il a participé en play-off, il n'est pas encore le famer, mais c'est un first ballot, genre il n'y a pas de débat. Enfin, après, les votants du comité feront ce qu'ils veulent, hein, mais pour moi, il n'y a pas de discussion. Ouais. Non, non. Oui, évidemment. D'accord. Maillot numéro 20 retiré. Donc voilà, immense joueur. Moi, je suis sur ma fin en termes de stats, en termes d'impact, entre guillemets, c'est pas un titulaire, quoi. Et ça, je trouve que ça joue beaucoup. Donc, je savais pas trop où le mettre. Tu vois, Manu Ginobili, ça fait partie des mecs. Il a jamais été tellement non plus plus haut que cette place-là dans mon classement, on va pas se mentir. Il a été plus bas. Puis après, j'ai commencé à le mettre en perspective par rapport à un Paul Haridzin que tu viens de poser, par rapport à un Joe Dumars que je viens de poser, par rapport à Nate Archibald que j'ai pas encore posé. Non, mais tu vois, par rapport à, je sais pas, où est-ce qu'on met, est-ce que Manu Ginobili par rapport à Al Greer, tu vois, genre, comment je le positionne déjà dans la hiérarchie de son poste. Donc il a fini là, en place 62. Et puis on attendra. On se retrouve en play-off. On se retrouve fin mai pour les réponses de Bastien. Non mais voilà, t'en penses quoi? C'est beaucoup trop bas pour toi, ouais? Non, je trouve que c'était. On va se fâcher ou pas? Non. Ce sera le cas quand Manu va sortir. Non, vous aurez l'occasion d'avoir le vrai gros débat, notamment quand Manu va sortir sur mon classement. Moi, je tiens à dire que c'est très très bien expliqué, élaboré de ton point de vue, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le partagent. Parce qu'il n'y a pas notamment cet Dites-moi les gens là, oui, les Spurs Boys là, moi je veux bien savoir où est-ce qu'ils mettent Manu Ginobili. Et les gens qui aiment moins les Spurs, parce qu'il y en a aussi. Ah, il y en a qui ont mis... Bien sûr, c'est... Je veux bien avoir des visions un peu, parce que je trouve que c'est vraiment un joueur compliqué à classer. Mais dans la rédac, on a eu du 80-90 pour Manu. Hein. Mais oui, parce que Manu, genre son talent est absolument indéniable. Son côté génial est absolument indéniable aussi. Mais derrière, il n'y a pas que ça, quoi. Là, on fait un classement des greatest, quoi. Et donc, moi, il me manque des choses, quoi. Tu vois. Il me manque de la perf de ouf. Je dis pas qu'il y en a pas eu, mais tu vois, des trucs vraiment genre lourd. Ouais, je comprends. Je sais pas. Non, bien sûr. C'est ce qui fait qu'il empathie au niveau de son classement individuel. D'ailleurs, il empathie aussi, tu vois, par exemple, en 2005. Bon. En 2005, moi, je trouve que, par exemple, si je dis pas de conneries, il est titulaire à cette époque encore. Il est surtout MVP des finales. Il l'est pas. Sur le papier, il a pas eu le trophée. Mais il aurait pu l'obtenir. Voilà. Bien sûr. Ah, c'est... Jamais été dans le classement de MVP non plus. Ça, c'est parce qu'il sortait du banc. Tu vois, c'est compliqué quand tu sors du banc. C'est chaud. Donc voilà. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Voilà, par rapport à tout ce que tu as dit, t'inquiète, je trouve ça très bien élaboré avec des pincettes. C'est bien comme il faut. Et puis, de toute façon, on aura l'occasion d'en rediscuter quand il apparaîtra. C'est un joueur dur à classer. Hein. En place 14. Du coup, on va placer en place 61. Et franchement, il aurait pas la médaille d'or olympique, il serait 95e chez moi. On va placer en place 61. Ah là là, place j'ai 61. réussi à passer ça en apnée. Hein. Je te cache pas que ceux qui m'ont vu là sur le replay, hein, comment mal débarrer une semaine. 61. De toute façon, j'aime pas janvier. On va rester chez les gens. Moi, je suis à la main. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai mis Tony Parker. Ah bah moi aussi. Oh yes! Oui, monsieur! Putain. Tony, ça c'est rare. Je sais pas combien de fois il y en a eu sur le classement. Je crois qu'il y en avait eu peut-être une fois, je regarde dans le mien. Il y a eu une fois où on a eu une place similaire. Mais attends. Ouais, d'accord, vas-y, fais diversion, vas-y. Toi, tu vas nous mettre Tony Parker largement derrière Manu Ginobili, en fait, toi. Comme je te vois venir là, gros comme un camion, là. Ah bah, je sais qui prend. Moi, je les ai pas trop séparés, comme tu peux constater. Ouais, je vois bien. Par contre, je sais très bien qui prend. Ils sont au coude à coude, moi. Alors, moi, je trouve pas ça si évident que ça. C'est marrant, ça.
Bah déjà, tu sais quoi, main dans la main, je suis content que tu l'aies mis en 61. Parlons de Monsieur Tony Parker. Bon, vous connaissez tous la story quand même. Doit-on parler de son palmarès? Que ce soit avec les Spurs ou avec l'équipe de France. Il y a 4 titres, t'es MVP des finales, t'as tapé les Cavs de 2016. 6 fois All-Star, mine de rien. C'est pas mal, hein. C'est Bien pas sûr. Ouf, mais c'est pas mal. Ça fait 48 heures que t'es à San Antonio, tu deviens titulaire. 4 fois All-NBA. Titulaire à 19 ans au bout de 5 matchs. Oh. Dans les compétitions FIBA, il est combienième meilleur scoreur? À force de mettre des taux, là, l'Eurobasket et tout. Grave. Lui, 226 matchs de playoff. Putain. C'est le 6e. Manu, je crois que c'était 8e ou 9e. Lui, il est carrément devant Kobe, hein, Tony. En termes de nombre de matchs de playoff Tony, joués. bien sûr. Avec le fameux record qui est tombé l'autre jour, là, c'était Tony Parker, il est devant Kobe, quoi. En termes de nombre de matchs de playoff joués. Faut faire toute la phrase, sinon ils vont séquencer. Vas-y, refais la phrase. Tony Parker est devant Kobe. En termes de nombre de matchs de playoff joués. Bah ouais. Et c'était quoi qu'on avait vu la dernière fois? C'était, on s'en avait remarqué, c'était Tony qui a un bilan positif face à tout le monde. Sur tout le monde. Il a un bilan positif face à toutes les franchises NBA. Même les Spurs. Ouais, même les Spurs. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est grâce forcément à chaque fois parce que t'as Tim Duncan et Manu Ginobili, peut-être, mais on ne peut pas nier le fait que À un moment donné, c'est ça peut Tony, pas être c'est que des Tony, coïncidences. merde, bien sûr. Il y a quand même un petit dénominateur commun dans la win. C'est ça, surtout quand Quand t'as vu même. la même tout à fait avec l'EDF, avec les Spurs en série régulière et en playoff, et puis cette capacité de Tony à savoir se mettre parfois en avant, parfois en retrait, des saisons où il a été dans les discussions de MVP, hein, parce que c'était le bilan et qu'il est monté J'ai à quoi noté au mieux, il a été 5e voilà, en c'est 2012. ça. Ouais, bien sûr, il est monté jusque-là. Il y a eu des grosses perfs en playoff, il y a eu des moments très clutch, il y a eu... All-time leader de passes décisives chez les Spurs, quand même. Tout à fait, maillot retiré, Maillot retiré, premier français qui a son maillot retiré dans une franchise NBA. quand même, Mine de rien. le Tony Burger, quand même, Eva Longoria. Quand même. Bah, je sais pas, moi je fais le CV là. 1254 matchs de NBA C'est- de saison régulière. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Dont 90% en tant que titulaire, quoi. Il y a eu un peu de banc sur la fin Tout à avec fait. les Spurs et tout, tu Oui, vois, avec les bien Hornets. sûr. Et par rapport à ça, ouais, excuse-moi, vas-y, tu vas-y, disais, il y a vas-y. 1002 combien 1254 matchs. Voilà, 1254 matchs. Il y en a plein de joueurs qui le font. Mais alors, 1254 matchs, les deux pieds sur l'accélérateur, dragster, finition avec la planche, spin move, etc., c'est incroyable. Ouais. Je veux dire, Tony a sprinté de 19 à... Mais Tony Parker, 200 ans. c'est un... Je sais plus quelle année c'était, mais il y a eu plusieurs années de suite où il était le meilleur petit qui scorait dans la raquette. Ah oui, bien sûr. Il avait des pourcentages, plus de Le petit, 50%. le- était là, genre, mais comment De toute ça façon, d'une manière générale, pourcentages. l'ami Tony, en carrière, 49% au tir. Ouais, c'est ça. Attends, pour un Dis meneur, donc. à lâcher des flotteurs sur le Alors, chac et c'est tout. vrai que lui, il croquait pas à 3 points et tout. Il prenait beaucoup de tirs qu'il Ouais. maîtrisait bien, son petit flotteur, son petit mi-distance, là, quand il met un petit dribble sur la gauche, là, à 5 mètres du cercle, 5-6 mètres, là. Ça me manque. Hein, c'était voilà, c'est de l'argent au coffre. De 2005 à 2013, on est vraiment dans l'ère Tony des Spurs. Je veux dire, pendant 6 ou 7 ans, les Spurs ont été, entre guillemets, l'équipe de Tony. Franchement, Disons qu'il a pris un rôle plus important et que donc ça a été un peu plus équilibré que l'espèce d'ultra-dominance Duncan. Ouais. disons qu'ils ont commencé à jouer plus vite. Ils ont Bien sûr. lâché un peu le demi-terrain qu'ils avaient au début des années 2000 où les Spurs étaient d'une efficacité folle mais aussi extrêmement chiant à regarder. Hein, hashtag quand même, c'était quand même pas... Non, mais ça, totalement. D'accord, Ouais, bien sûr, avec Tony, Popovic a pris la décision et c'est parce qu'il avait Tony Parker à la main qu'il a pris cette décision. Mhm. Parce qu'il avait le meneur pour. Donc ça c'est quand même vachement intéressant. Pendant cette période-là, il est à presque 20 points par match et entre 6 ou 7 passes décisives donc, tous les ans. t'es All-Star. Pendant cette période-là, il est 6 fois All-Star, c'est cette période-là. Enfin voilà. Non, Tony, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, la carrière est juste énorme. Je rappelle la question trivia. Tic-tac. Quel Européen a la meilleure performance en points de l'histoire de la NBA? Tony Parker, 55 points face aux Wolves. 55 points. Ouais. Je dirais, en attendant, hein, on est en train de tourner la vidéo, on est en janvier 2020 hein, pour les Grecs un peu fous, les Slovènes. Et tout. Mais pour ouais, bien l'instant, sûr. Et c'est pour Tony l'instant, les Parker. faire 55, c'est lui. Et hein. pourtant, il y a du Petrovic Dirk, qui est passé par là, Pau, du Dirk, Kukoc, du Pogazol, du Kukoc. Non, mais bien c'est sûr. Andrea Bargnani. Enfin, je veux Ouais. dire, ça va quoi. Ah non, grave, Bien sûr. bien sûr. Non, mais la carrière de Tony est juste énorme. Et donc, je suis bien content que tu l'aies là aussi parce que voilà. Mais tu vois, moi, j'avais pas trop envie de le séparer de Manu. Je trouve que leurs carrières, elles sont très liées. Elles ont des différences. Notamment, les profils des joueurs sont très différents. Oui, par ok. contre, je prends Manu tous les jours devant, mais c'est mon avis. Bon, mais ouais. pas moi, putain. Très bien. Moi, j'hésite grave et je peux tout à fait prendre Très Tony, bien. quoi. Ok. Ah. Très bien. Pas de soucis.
Ok. Tony. Ah, mais t'es pété à pouf. Hein. Dites-nous déjà. Après, si vous prenez entre il y a des Manu trucs Ginobili et difficiles Tony à Parker. comparer parce qu'il y a 200 matchs d'écart en NBA, mais Tony, il est quand même arrivé beaucoup plus jeune que Manu. Ouais. Après, il se retire plus jeune aussi, Tony. Hein. Mais Tony, il se retire à 37. Manu, il se retire, j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est 40 ans, Manu, Je suis quasi, ouais. quand il se retire. Ouais, Je crois. Hein. Oh, c'est ça. Donc, voilà, tout ça, ça joue. Les rôles étaient différents. Les Ah, bien sûr. niveaux de risque pour le corps n'étaient pas les mêmes dans le style de jeu. Tout à fait. Donc, toujours dur à comparer, mais Très bien. Ok, bah tu as pris Tony devant Manu. pareil, hein, Tony, pas si simple que ça à classer. Moi, ça allait. En fait, lui, Ah ouais pour Tony, là où c'est allé assez rapidement, c'est que tu... De toute façon, là, après, on va en parler, mais tu compares un petit peu avec les autres meneurs qui sont à côté de lui, et il y en a vraiment où j'arrivais pas à le mettre devant. Enfin, tu vois, genre, on aura l'occasion d'en parler, et je te reposerai la question quand il tombera, mais moi, je le mettais sans trop de problème devant Nate Archibald, mais après, c'est tout, tu vois. Enfin, je voyais pas trop d'autres meneurs devant qui il pouvait passer. Donc je t'avoue que je ne le voyais pas monter jusqu'en... Je crois pas que Tony J'ai était plein un... d'arrière en tête et j'ai l'impression que tu vas mettre Ginobili devant et Très bien. je vais avoir du mal à capter. Bien Tu sûr. vois, dans le même délire, c'est ça que je veux dire. Non, mais de toute façon, c'est chacun son truc, mais j'arrivais pas à mettre Tony dans les 50 meilleurs joueurs de l'histoire. Tu vois ou pas? Ah, moi non plus, tu vois. Non, mais je sais pas si tu vois cette phrase. J'arrivais Non, pas je à le suis mettre d'accord. dedans, donc du coup, il se mettait dans le 50-65. Bon, Quoi. on verra si tu y mets Manu. Ah ouais, ça très certainement. Vous le verrez, de toute façon, j'ai dit 14. Du coup, on va vous montrer les 3 places du jour. Les deux ont leur maillot retiré aux Spurs, évidemment. Hein. Tout à fait. Inutile de préciser ce genre de choses. Et donc, voici le tableau d'Alex avec les places 63, 62, 61 qui tu nous as mis aujourd'hui. Joe Dumars, 63, Manu Ginobili en 62 et Tony Parker en 61. Et ouais, balance-toi à fleur de peau. Voici mon tableau. Et donc, en 63, nous avons monsieur Nate Tiny Archibald, 62 Paul Arizin et 61 Tony P. Dites-nous, vous, qui vous avez mis à ces places-là, ceux qui ont fait le top 100, balancez toutes les questions qui ont pu vous passer par la tête. Nous allons pouvoir nous détendre et parler et discuter autour d'un joueur. Et justement, c'est ça qui me fait plaisir, car moi, je savais que j'avais Tony qui était prêt pour cet épisode en place 61. Je ne savais pas que tu l'avais. Et je voulais qu'on parle de Tony Parker, justement sur le grand format un petit peu de cet épisode. Parce que nous, on a notre vision par rapport à Tony, en tant qu'athlète français, et ce qu'il a été capable de créer pour le basket. Et aux États-Unis, il y a une question qui est un petit peu plus évoquée, un peu plus large, et qui a été celle notamment que tu as ouverte sur Manu Ginobili, notamment, c'est Tony intrinsèquement versus Tony qui fait sa carrière avec les Spurs. Comment jauger un joueur comme Tony Parker qui a le palmarès qu'on a vu, en ayant eu un coach qu'on a mis sur le podium all-time, qui a un ailier fort qu'on a mis sur le podium all-time de sa catégorie, et comment est-ce qu'on peut mettre lui par exemple devant certains mecs et derrière d'autres? Alors, pour moi, déjà, par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que je l'ai dit pour Manu. Ce que j'ai dit pour Manu, je trouve est assez valable pour Tony. Très bien pour Tony, aussi. c'est pour ça que je le mets. Un peu différent dans le sens où Tony a été titulaire toute sa carrière quasiment aux Spurs et Manu a commencé un peu titulaire et après est très vite passé 6e homme. Donc voilà. Mais sinon, sur le principe, pour moi, Tony, pas aux Spurs, je pense que malheureusement pour lui, il n'aurait pas le palmarès collectif qu'il a aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Je pense pas qu'il aurait 4 bagues. Et ça se trouve, il serait peut-être pas MVP des finales du coup, parce que pour être MVP des finales, par définition, faut aller en finale, si possible régulièrement, parce que ça donne plus de chances d'être MVP, tu vois. Ça, c'est le premier point. Par contre, je pense que Tony, avec son style de jeu et notamment la productivité dont il est capable offensivement, je pense qu'il aurait des lignes de stats plus gonflées s'il n'avait pas fait sa carrière aux Spurs. Ouais. Tu crois pas? Si, totalement. Parce et Manu aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. En fait, on est sur Tony. Hein. Il y a à la fois le côté bonjour, j'ai bénéficié du fait de ne pas avoir Paul Silas mais Greg Popovich en tant que coach, donc j'ai appris à être un meneur gestionnaire, donc gérer une équipe. Oui, les temps de jeu attaquer, aussi, hein, les temps de jeu de Popovich. Les temps de jeu de Popovich, le load management à l'ancienne de Pop, tout à fait. Tu sens que si Tony, ballon, bien sûr, tu sens que là où je te suis, tu sens que Tony, entre sa force de travail
et son skills pur, quoi, d'athlète. Donne-lui Mike D'Antoni et les Suns. Oui, bah voilà. Allez, à la place de Steve Nash, tu mets Tony Parker. Ce serait pas les mêmes Suns. Je pense que Tony, honnêtement, peut être à 25 je pense qu'il est en 26-10. Ouais, ou peut-être 26-8. pas 10, voilà. Mais ouais, tout à fait. Tu sens qu'offensivement, il aurait pu monter à des hauteurs parce que la propreté du jeu de Tony et son intelligence de jeu fait que je trouve qu'il aurait pu avoir en effet des meilleurs stats. Nelson, tu vois, de 2006-2007. Ah, mais bien sûr. Mets-le aux Warriors. À la place de Nick Van Exel, ou bien sûr, Warren Davis. Ouais. Hein? Mais ça a été notamment un des trucs qui a failli arriver dans la carrière de Tony, hein, on le sait, en 2003 pendant qu'elle est finale, il y a toutes ces discussions autour de Jason Kidd. C'est vrai. Et peut-être que Tony aurait été le dragster des Nets. Voilà, l'équipe est pas belle. Hein. Avec Kerry Kittles et... C'est quoi, c'est Byron Scott le coach? Tout à fait, ouais. Et là, c'est peut-être pas la même carrière. Non, clairement pas. Là, ça aurait été galère, je pense. Là, ça aurait été galère. Et c'est ça aussi qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que le but ici, c'est pas évidemment de discréditer Tony, mais t'as l'impression qu'il y a quelque chose de très conte de fées dans son parcours. Alors, c'est vrai non, mais le conte de fées, je suis pas d'accord sur le terme. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais il y a le côté... Je dis pas qu'il est juste victime. Non, mais il y a le côté... Quelle chance il a eu de tomber aux Spurs, qui sont une organisation incroyablement carrée, disciplinée et bienveillante. Ensuite, quelle chance il a eu de tomber sur Greg Popovich, quoi. Et le mec qui fait dis donc, tiens, tu vas être titulaire, toi. Et en plus, quelle chance il a eu de tomber dans une équipe où, au moment où il est tombé, bah ça va, à la main, il n'y a pas non plus un monstre. Hein. Et ton partenaire de pick and roll, c'est Tim Duncan. Non, mais au-delà même de sans aller jusque-là, ça joue déjà. Mais après Tim Duncan, faut aussi le servir au poste et tout. Tu vois, genre. Ça, toi, tu sais le faire et moi aussi. Non, mais je dis pas que c'est compliqué à faire. Je dis juste que du coup, ça met pas en valeur tes qualités de meneur, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, moi, je pense que ces deux plus grandes chances, c'est l'organisation bienveillante et qui a cru en lui, dans laquelle il est tombé, et ensuite un coach all-time qui te met dans des conditions all-time. Maintenant, faudrait pas qu'on en vienne à sous-estimer. Non, c'est pour ça. La force de travail, le mental qu'il faut pour faire la carrière de Tony Parker. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est une des plus grandes carrières d'un sportif français, quoi. Ah oui, par contre, tout sport français confondu, il y a du gros débat avec Tony, bien sûr. Il s'assoit à la table avec plein d'athlètes français. En sport co, il s'assoit à la table de Zizou, quoi, et puis bah peut-être de quelques handballeurs, quoi, puis bah voilà, quoi, en fait. Tu vois? Non? Si, je réfléchis, mais il y a des gens qui vont... il y a des gens qui vont dire que je blasphème, tout ça. Non, mais c'est juste quand tu regardes dans les sports après individuels, il y a tout ce qui était individuel, c'est différent. Ça, après, c'est différent, c'est compliqué de comparer les sportifs individuels et collectifs. Ouais. Franchement, c'est compliqué. Quoi. Tony, vu son simple palmarès, en effet, parmi les meilleurs athlètes français, il est là. Et il est titulaire, et il est lui MVP des finales. Bien sûr. Enfin, je veux dire... En 2007, il est MVP des finales. Alors, c'est clair qu'en face, il y a Booby Gibson et tout ça. Faut quand même les déboîter en finale NBA en attendant. En fait, c'est ça, c'est que faire le taf. Le plateau, il est mis devant lui. En effet, on peut dire qu'il y avait Manu qui était le sorti de banc, Duncan qui était là en partenaire pick and roll, Popovich qui était en coach. Des bons ailiers défenseurs et tout. Tout à fait. Non, mais bien sûr. Mais c'est juste que quand tu as cette opportunité-là, désolé, on a vu des joueurs dans d'autres très très grandes équipes ne pas savoir saisir en fait cette opportunité. Complètement. Peut-être que Speedy Claxon serait 61e all-time s'il avait saisi cette opportunité. Pourquoi pas? Peut-être que ça aurait été lui parce qu'il était à la fouille avec Antonio Daniels et Tony Parker pour savoir qui allait être meneur. Tony, il a vu le spot, il a fait genre, bah on y va quoi. Peut-être que si Tony n'avait pas eu ce mental et ce niveau de jeu, peut-être que les Spurs ils auraient que 2 bagues en fait. Peut-être aussi parce qu'il y a de la grosse finale de conf contre Dallas. Il n'est pas pour rien. Contre Phoenix, il a mis des tôles. Bien sûr. C'est le cauchemar de Steve Nash. Franchement, quand on vous affrontait, j'étais là genre, alors, Tony Parker Show, on y va. C'était génial. C'est le cauchemar de Steve Nash. C'est le cauchemar de pas mal de meneurs, Tony Parker. Tout à fait. C'est relou à défendre. Bien sûr. Et il y en a plein qui en parlent. Quand il a pris sa retraite, notamment, vous avez vu, il y a pas mal de dommages qui sont sortis. Notamment vous avez vu la tête de Malik Monk quand il apprend que Tony Parker va jouer avec lui. Quand t'as Kyrie Irving qui est le premier à dire moi franchement techniquement, enfin je veux dire Kyrie Irving qui dit que techniquement il s'est inspiré de certains moves de Tony Parker. Il y a des meneurs actuels, il y en a John plein. Wall qui avait dit que le spin move de Tony Parker en pleine course, genre lui il avait dû s'entraîner je sais pas combien de 700 temps fois dans avant son d'y terrain arriver, pour essayer de le faire. T'es là genre what? John Wall quoi. Le mec du avec du handle et de la vitesse, il va John Wall. Le mec du Paris Racing quoi. Et tu vois Tony au milieu des années 2000 avoir cette exposition un peu française où on le voit avec cette histoire de flotteur, et c'est pour ça que moi je voulais notamment en parler aujourd'hui avec Tania Archibald, parce que aujourd'hui en NBA, qui n'a pas de flotteur à la main? Pas très peu. Qui n'a pas de flotteur? Je veux dire, après
c'est un art qui se transmet. Donc Chris Paul et Derrick l'ont aussi transmis et d'autres joueurs ont pris la suite. Deron Williams aussi. Mais ces mecs-là sont les premiers à dire aussi que Chris Paul, putain, il a vécu des cauchemars parce qu'il y avait Tony aussi sur lui. Et Tony, intrinsèquement, peut-être était moins fort que certains de ces gars-là. On peut faire des what if et dire qu'il aurait donné Chris Paul, par exemple, à la place de Tony Parker à la main. C'est ce qui fait aussi que dans le classement all-time, on arrive à assez bien jauger. Mais de savoir saisir l'opportunité. Je pense que c'est ça qui ressort avec un Tony Parker. Il y a eu beaucoup de planètes qui ont été alignées. Même la bonifier, l'opportunité. Bien sûr. Quand c'est sur un plateau, la saisir, et par sa force de travail, et son talent, et son mental, il te la bonifie, l'opportunité. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que l'opportunité Tony Parker en a été une pour les Spurs aussi. Bah bien sûr. C'est vice-versa. J'ai pas peur de le dire. Non, bien sûr. Parce que, notamment, je pense que ce qui fait la différence, et qu'on peut le caser en 61, c'est comme tu l'as mentionné, MVP des finales, 55 points sur un match, classement de MVP. Tu fais pas ça si t'es une quiche. Combien de saisons il a duré en fait, Tony Parker, quoi? Tu fais pas. Titulaire en NBA, genre à la main, avec son style de jeu, sa vitesse, les coups qu'il a pris et tout, enfin tu vois, genre... C'est ça. Maintenant, c'est pour ça que moi j'allais poser la question, c'est... Tous les étés, là, il vient jouer avec les Bleus et tout. Bien sûr, c'est par rapport à un mec comme par exemple Chris Paul ou d'autres meneurs qui vont être dans la conversation de all-time. On sait qu'il y en a plein qui voient Tony, des fans français ou autres, qui voient Tony et qui se disent waouh, mon meneur général qui emmène ma franchise jusqu'à 4 bagues, et Chris Paul qui a fait des 3-1 lead un peu blown contre les Rockets et qui nous a chié des trucs et qui a fait des blessures et la cuisse contre les Warriors, etc. Comment aussi se positionner par rapport à ça, parce que intrinsèquement tu vois quand même la différence entre les deux joueurs et la façon dont ils sont entourés, quoi. C'est juste ça ma question. On se positionne maintenant, là ? Non, c'est pas se positionner maintenant, mais c'est juste comment ne pas trop surévaluer un peu parfois cette histoire de bague, quoi, tu vois, dont on a déjà parlé. Ah ben ça c'est clair. C'est clair. Après, il en a quand même 4, Anthony. C'est-à-dire, il en a pas eu qu'une. Dont une où il est MVP des finales. Comment ? Dont une où il est MVP des finales. Donc c'est aussi ça qui le fait beaucoup monter dans le classement. Que j'ai dit pour Manu Ginobili, genre Manu, genre le titre olympique, moi je trouve joue beaucoup pour Manu, mais Manu il a aussi les 4 bagues, hein, il a les 4 bagues avec Tony. Il n'est pas MVP des finales, c'est différent, c'est un rôle différent, c'est une exposition différente. Faut bien comprendre que Tony Parker, il a été le mec qui a eu le plus la balle dans la main de la dynastie des Spurs. Moi j'appelle ça une dynastie, après je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord et tout, mais vous m'avez compris, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quand même pas rien. Et donc c'est aussi pour ça que je le mets juste devant Manu, moi personnellement. Après je pense que tous les deux ils pâtissent du même truc, du truc genre ouais mais ils étaient chez les Spurs, nanana, genre à croire que moi j'aurais pu avoir 4 bagues en étant meneur aux Spurs. C'est un peu ça souvent. Tu vois, genre temps mort. Mollo, tranquille. Et ils pâtissent de ça, et en même temps ils en bénéficient parce que putain ils ont 4 bagues, quoi. Et en fait les joueurs à 4 bagues, bah c'est pas un si gros club que ça, hein. Il n'y en a pas des masses. C'est pas un si gros club, il y a du monde un peu, bien sûr, mais c'est pas un si gros club que ça. Tout à fait, et on l'a vu en NBA, et comme tu l'avais souligné tout à l'heure, je pense qu'on est content aussi d'avoir bénéficié de ce quotidien pendant 9 mois chez les Spurs, parce que quand tu le retrouves avec l'EDF derrière, bah, le Tony que tu retrouves en 2013 qui claque des speeches aussi. Je sais pas si sous Paul Silas, parce qu'il fait 8 ans avec lui, je sais pas s'il a le même speech contre l'Espagne à la mi-temps. Clairement. Parce qu'il a Pop, David Robinson, Duncan, Fabricio Berto qui passent par là et qui font genre, en fait c'est comme ça que ça se passe, quoi. On a bien profité avec le DF. Et puis les Spurs ont, eux aussi, je pense, ils ont beaucoup gagné grâce à l'agressivité de Tony Parker, je veux dire. On parle du meilleur meneur de l'histoire des Spurs. C'est ça. Des franchises avec. On est d'accord, il n'y a pas de discussion. Après, bon, les Spurs, vous n'êtes pas non plus hyper fournis en meneur je veux dire, c'est dans comme votre histoire. Ouais, quand non, mais on est d'accord. C'est meilleur passeur de l'histoire, il est passé devant Avery Johnson. Genre... Et il l'est quand même. Oui, il l'est. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. En attendant, c'est lui. Et puis jusqu'à temps qu'il y ait un meneur qui arrive à le fumer, mais. Vu le style de jeu des Spurs, ça va pas être si simple. Non, c'est sûr. Après, ça peut changer, hein, parce que là, Pop, il a quand même un âge certain, donc il pourrait à un moment donné bouger et tout. Un autre coach peut complètement changer, peut avoir envie de faire jouer les Spurs vraiment avec un meneur ball dominante et tout, à la Tony, mais que tu exploites vraiment. Tu vois, mais justement, Tony, il a aussi pâti de ça. Ah, bien sûr. Moi, je suis persuadé que Tony Parker, comme je rigolais tout à l'heure, mais je le pense vraiment, avec du Mike D'Antoni des années 2000, avec du Don Nelson, avec du Rick Carlisle ou quoi, je suis persuadé que c'est un 25 pions par match, mais tout le temps, quoi. Je pense qu'il aurait pu finir pareil. Ouais, il aurait pu techniquement faire ça. Moi, le plus gros. Pour qu'il soit à peu près entouré dans une équipe qui gagne, Tony, c'est un vrai candidat MVP.
sur la fin des années 2000. Je pense en qu'en stats. effet, en stats, il aurait pu clairement. Le plus gros challenge, moi, qui m'intéresse évidemment et qui pourra peut-être influencer le classement futur, c'est que si, avec la carrière qu'il a fait et les investissements qu'il a prévus en France, il arrive à créer une espèce d'émulation autour d'une équipe française dominante sur une scène européenne, ça va prendre du temps, mais on va essayer de faire en sorte que ça se passe notamment du côté de Lyon-Villeurbanne. Je pense que ça bouclerait la boucle, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il lui resterait à faire ? Faut qu'il soit quoi, ministre derrière, Ministre des Sports. Hein ? Ouais, voilà, j'allais dire c'est ministre derrière. Sport, c'est bien. Ministre, c'est pas mal, mais ce que je veux dire par là, c'est que si déjà il arrive à faire en France de son équipe une place forte européenne, je pense que là on va dire genre wow, on refait l'émission, quoi. Peut-être. Ah bah quand même. Non, franchement. Ça a l'air d'être son challenge à lui. En tout cas, là. pour moi, même range que Ginobili. Et j'aimais bien ce range autour de la place 60 parce que je trouve que ça représente bien ce qu'il est, Tony Parker. C'est ça, pas plus haut. C'est un top 100 greatest. C'est à peu près là qu'il est. Ouais. Après, les mecs que je vais mettre derrière, j'ai beaucoup de mal à mettre Tony Parker devant. Il y a vraiment du franchise qui est... Voilà, J'ai du mal à mettre Tony Parker devant pour... Ça dépend, c'est de multiples raisons, mais voilà. Je suis bien d'accord. Dites-nous ce que vous pensez de ce petit sujet, grand format sur Tony Parker, sa carrière, l'avenir, notamment ce qu'il nous réserve. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine, lundi prochain. Pour les épisodes 60, 59 et 58. On arrive bientôt à mi-chemin. Ouais, c'est un truc de grain. Proche cette affaire. Bonne semaine à vous tous, des bisous et à lundi prochain pour un nouvel épisode du Top 100. Ciao.